Eh bien bonsoir, plutôt bon après-midi. Donc on est sur la 3e édition de Réseau Danse. C'est un dispositif mis en place par le Village du Hof, AFSC et le CDC Les Hivernales d'Avignon. Aujourd'hui, pour commencer cette première rencontre autour des artistes chorégraphiques invités à Avignon cette année, invités dans le Hof cette année, on a voulu faire un petit focus sur les éditions en danse et les publications en danse, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une certaine actualité. En particulier, on a le plaisir d'accueillir ici Patrick Germain-Thomas qui vient de sortir son livre, donc La danse contemporaine, une révolution réussie. On en parlera tout à l'heure. Et du coup, on a tiré le fil d'Ariane et on a découvert tout un tas d'ouvrages qui étaient publiés, tout un tas de revues qui s'annonçaient, de brochures parlant des spectacles ou des projets chorégraphiques. Donc du coup, on a eu envie de commencer pour faire un petit point avec nos invités. Alors, dans le désordre, honneur aux dames, Lenka Bokova, donc de la Bibliothèque nationale de France. Ensuite, Julie Bergheim de CDC La Briqueterie. Et Dominique Rébassol, journaliste, qui vient de sortir donc une brochure sur les centres de développement chorégraphique dont on va parler. Ensuite, on a le plaisir d'accueillir mon complice Philippe Verriel, qui va participer à tous les points Réseau Danse de cette édition. Ensuite, donc Patrick Germain-Thomas, dont on vient de parler avec son livre, donc les éditions de la Tribu, et évidemment l'irremplaçable Philippe Brombert, donc belge de nationalité, qui voilà, vient de sortir un magnifique livre sur les 10 ans d'aventure du Théâtre des Dons dont il va nous parler, et évidemment son rapport à la danse, puisque avec lui, grâce à lui, beaucoup d'artistes chorégraphiques sont venus à Avignon, du temps où il était directeur de ce magnifique et sympathique Théâtre des Dons. En fait, on a demandé à Lenka de se pencher un petit peu sur les publications en danse, mais aussi peut-être de nous parler du rôle de la Bibliothèque nationale de France, de son antenne à Avignon. Et y a-t-il dans les étals de la Bibliothèque nationale de France quelques ouvrages concernant la danse, Lenka? Alors, à la bibliothèque de la Maison Jean Villard, qui est une antenne du département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France, nous avons des ouvrages en général sur les arts du spectacle. Et la danse tient une place particulière, comme elle tient une place particulière au Festival d'Avignon, dont nous constituons aussi la mémoire, donc la mémoire du Festival d'Avignon. Et puis nous avons, je ne sais pas si toi tu as pensé en parler, nous avons signé, voilà, donc nous avons signé au printemps 2012 une convention avec le CDC Les Hivernales qui instaure notre bibliothèque comme un centre de ressources pour les professionnels et le public des Hivernales. Donc depuis déjà quelques années, nous avons eu l'intention d'augmenter la part de la danse et de faire de la danse notre priorité. Cette convention renforce encore notre volonté. Alors, sur la danse, à la Maison Jean Villard, sur environ 30 000 ouvrages, il y a près de 3 000 qui sont consacrés à la danse. Donc, sans doute, avec une augmentation de publication d'année en année, nous achetons tout ce qui concerne les chorégraphes venus au Festival d'Avignon, les chorégraphes contemporains, tous ceux qui sont invités aux hivernales, on le fait d'une façon systématique. Évidemment, on répond aussi aux suggestions d'acquisition, telles que Emmanuel qui m'a suggéré d'acheter cet ouvrage, qui est entré dans nos collections récemment. Nous avons aussi, ça je tiens à le signaler, un certain nombre de revues donc publiées en France, Mouvement, Danser pour la danse. J'ai oublié de noter dans le papier que j'ai diffusé que nous avons aussi Repères pour la danse auquel nous sommes abonnés, et puis un tas de revues un peu plus anciennes, mais qui sont tout à fait intéressantes. Ce que je tiens aussi à signaler, c'est que nous faisons le dépouillement de ces revues, c'est un service que rares sont les bibliothèques qui le font. Donc nous dépouillons, ce qui nous permet de trouver pas mal d'articles de notre ami consacrés aux chorégraphes. On va aller dans le fichier et puis on peut voir. C'est un privilège de l'âge. Voilà. Donc, et des supports. Car tu écris dans beaucoup de supports aussi, c'est bien.
L'essentiel, je vais écrire à peu près 5000 articles. Voilà. Mais comme j'ai dirigé pendant 10 ans les saisons de la danse, et que les saisons de la danse ont eu quand même une activité quelque peu prolifique, j'ai énormément commis à l'intérieur des saisons. C'est ça. C'était en quelque sorte la production maison. Voilà, donc ce que je peux encore signaler sur le rayon bibliothèque classique, nous achetons des multimédias et des vidéos. Parenthèse, dans le cadre des archives du Festival d'Avignon, puisque le Festival d'Avignon nous livre ses archives audiovisuelles, nous avons près d'1 millier de vidéos de chorégraphes et danseurs venus au Festival d'Avignon. Donc ça c'est aussi intéressant, vous ne le trouverez pas dans le catalogue, mais si vous vous rendez à la bibliothèque, on va vous les trouver. Donc ça c'est la partie bibliothèque classique, multimédia, livres, périodiques, mais nous avons aussi, et ça c'est assez important, donc comme je vous ai dit, on constitue la mémoire du Festival d'Avignon. Donc nous avons tout ce qui est Bible, programme, affiches et surtout revue de presse sur les spectacles programmés au Festival d'Avignon IN et au Festival d'Avignon. Et puis, donc, pour aller assez rapidement, on va éventuellement laisser la place aux questions, depuis le début des hivernales, alors maintenant je ne me rappelle plus exactement la date, c'est je crois c'est postérieur à la fondation de la Maison Jean Villard en 79, donc on collecte toute la documentation concernant les hivernales. Donc les programmes, les affiches, ce qui nous a permis en hiver cette année de faire une petite exposition sur les incunables des hivernales, les débuts des hivernales, et c'était très très intéressant de voir comment tout ça a commencé. Donc voilà ce que je peux dire. Alors ce que je peux ajouter aussi, c'est que par rapport à la question dont on avait parlé, notre suivi de l'actualité, nous appartenons à une institution assez grande avec ses diverses contraintes administratives, nous sommes une petite équipe, donc on n'a pas forcément tout de suite tout ce qui sort. Mais on dépouille, on veille bien sûr, on dépouille systématiquement la presse professionnelle et on achète aujourd'hui tout ce qui est important sur la danse dans nos collections. Et la part des acquisitions étant en augmentation importante. Super, donc on peut de toute façon aller à la Bibliothèque nationale de France, Maison Jean Villard, consulter les ouvrages de danse dès aujourd'hui, puisque sauf le 14 juillet c'est peut-être fermé. Non, on est ouvert. Pendant tout le festival, on peut aller à la Bibliothèque nationale, on est accueilli par ton équipe, toi-même des fois, et on peut poser des questions, demander des ouvrages, même des vidéos, si on a bien compris, et bien suivi. Voilà, bah, merci beaucoup Lenka. Peut-être qu'on va passer, si vos amis en sont d'accord, la parole à notre ami belge, puisque c'est la courtoisie qui s'impose. Donc Philippe Grombert vient de publier un livre qui s'appelle Le Théâtre des Dons 2001-2011, le voyage d'une décennie. Alors c'est un ouvrage magnifique avec non seulement beaucoup de textes de fond, des textes et des images, les images à la fois des spectacles, mais aussi des images décalées, comme a su le faire le Théâtre des Dons. On est ravis de cette moule volante qui orne les images de la ville et les parapets de nos toits. Philippe, alors raconte-nous un petit peu la démarche qui a prévalu pour ce livre, et peut-être en accent éventuellement sur ce que tu as fait avec les artistes chorégraphiques pendant ces 10 ans et peut-être même avant, puisqu'on peut le dire, lorsque tu dirigeais la Halle de Scarbrec, tu as accueilli quand même aussi des projets chorégraphiques. Voilà, alors raconte-nous, je te laisse la parole. Oui, mais là ça fait plus qu'une demi-heure, hein, donc on va... Non, mais tu vas synthétique. On va vraiment venir à cela, qui est un peu un aboutissement à la fois personnel, puisque je suis effectivement parti à la retraite il y a quelques mois, mais aussi parce que ça, symboliquement, c'était 10 années d'une aventure un peu atypique pour celles et ceux qui, ici dans le public, ne savent pas ce que c'est. C'est une initiative gouvernementale, institutionnelle. La communauté francophone de Belgique, qui en plus a compliqué les choses, s'appelle Fédération Wallonie-Bruxelles depuis peu, a décidé d'acheter sur Avignon un lieu, une villa auquel était attachée une petite salle de spectacle de 125 places, et l'a confié à une association de type loi 1901, dont les personnes sont exclusivement composées du monde culturel et artistique. Donc c'est assez original comme initiative,
une initiative politique, mais une gestion associative. Et donc il y a eu un appel à candidature, c'est ainsi que je me suis retrouvé choisi parmi les candidats pour lancer ce projet en 2002. Donc l'idée c'était d'en faire un lieu permanent, donc pas du tout uniquement centré sur le Festival d'Avignon, parce que c'est un peu l'image qu'en Belgique on avait pensé que c'était bien d'investir pour le festival. Non, c'est un lieu permanent dédié à promouvoir la création contemporaine, principalement les arts de la scène, c'est plus large, donc tout ce qui touche à la création d'une communauté, la communauté francophone, Wallonie-Bruxelles, donc pendant l'année, avec des accueils, avec des soutiens aux artistes, avec surtout un travail de partenariat, puisqu'en 4 termes, c'est la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité, pardon, le fait que nous ne touchions pas que au théâtre, tout le reste de l'année, il y a des concerts, il y a des écrivains qui viennent, il y a parfois même des débats scientifiques, il y a de la danse, il y a du cirque, etc. Alors de la danse, justement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans de danse au Théâtre des Dons? Oui, bon, on en parle dans ta question. Donc en fait, on s'est rendu compte très vite, ceux qui ne connaissent pas le Théâtre des Dons, c'est un tout petit plateau qui fait 8 mètres sur 6. Donc on a très vite compris qu'on était limité soit à des solos, soit plutôt à une espèce de laboratoire, un espace de travail. Donc tout de suite, déjà quand j'ai préparé mon dossier de candidature, j'ai rencontré Amélie Grand qui dirigeait à l'époque les Hivernales, d'autant plus que honnêtement, j'avais rien à apprendre aux professionnels français sur la danse belge, qu'elle soit flamande ou francophone. Vous êtes extrêmement au courant, et le Festival des Hivernales, que ce soit l'été ou pendant l'hiver, vous avez présenté déjà, vous aviez, tes prédécesseurs et moi, présenté des artistes, donc on n'attendait pas le Théâtre des Dons pour découvrir ou promouvoir. Mais c'était quand même une bonne occasion de créer du partenariat. Et donc en fait, on a trouvé 3 entrées possibles qui se sont poursuivies pendant 10 ans. Je dirais chronologiquement, curieusement, c'est le hip-hop, puisque Amélie Grand, en 2002, à l'automne, a décidé d'initier un moment, un temps fort d'abord sur la danse hip-hop, c'est devenu les cultures urbaines, donc c'est beaucoup plus large que la danse. C'est devenu une biennale, au début c'était chaque année, et donc on essayait, une série de partenaires du Vaucluse, de présenter pendant quelques jours de la danse, entre autres. Donc nous, évidemment, notre rôle était de montrer des compagnies venant de Belgique, et on a démarré avec le Namur-Break Sensation, qui dans le début des années 2000 était un peu la compagnie de référence, qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais voilà, les choses évoluent. On a fait venir pas seulement des danseurs hip-hop, on a aussi fait venir d'autres, des slammers, des beatboxers. Ça c'est le premier endroit où on a pu proposer. Mais rassure-nous, on en parle dans le livre de ça quand même. Tu as abordé cette question. J'espère bien, je ne sais plus. Non, parce qu'en fait, maintenant je suis désolé, je fais un petit retour pour achever sur le livre. Le livre est en fait un projet collectif, même si c'était moi le rédacteur en chef. Moi je n'ai écrit qu'un seul texte qui essaye d'expliquer à celui qui est déjà venu au don ce que c'est. Mais le reste, c'est une quarantaine d'entretiens, surtout de témoignages, d'artistes, de public. Il y a comme ça des membres avignonnais qui viennent voir tout depuis des années et qui ont donné un peu leur regard. Donc c'est très subjectif. Il y a des textes poétiques, il y a des textes un peu anecdotiques, il y a des textes critiques. Et puis il y a des entretiens plus en profondeur faits par un auteur belge auprès d'une série aussi bien institutionnelle, metteur en scène, jazzmen, etc. Et puis il y a bien sûr un travail avec un sociologue qui a réuni des artistes et qui a organisé des tables rondes, et le résultat est là. Et puis un fabuleux travail graphique. Et là on s'est dit qu'il y avait une cohérence, c'était de faire appel à notre fameux graphiste un peu provocateur, mais qui quand même depuis 10 ans sur Avignon fait cette reconnaissance d'un lieu atypique qui est le Théâtre des Dons, puisque depuis 10 ans les affiches pendant le festival ne présentent jamais un spectacle. Ils présentent un lieu, un esprit. Puisque de toute façon, tous les spectacles que nous choisissons, il y a 120 candidats et on en choisit 6 ou 7, ils sont tout à fait inconnus, ils ne sont jamais venus jouer à Avignon, et donc on s'est dit, on va essayer de défendre un esprit. Et c'est ainsi que Lucas Racas, puisque c'est son nom d'artiste, Lucas Racas, ça s'en souviendra. Oui, a fait donc un très beau travail. Alors le deuxième moment fort de la danse, c'est évidemment le festival des Hivernales en hiver, où on s'est rendu compte qu'on pouvait trouver notre voie, entre autres, par proposer notre plateau, soit par des compagnies qui avaient un travail comment on appelle ça, une étape de travail, on voulait montrer une étape de travail, ou soit des petites formes, comme la première fois c'était Claudio Bernardo,
qui a fait un solo à partir d'une musique de Jeff Buckley, et puis il a fait après un duo avec comment? Off Case. Sketches for Off Case, voilà. Et puis Scary Face, d'après le film Scarface, avec Johan Saunier, en duo. Bon, il y a eu aussi Mélanie Munt, Petit Pulse, il y a eu tout récemment l'Argentine Ajun Paroline qui est venue travailler David. C'est ça. Ça c'est la partie au don. Et puis il y a eu quand même et tu oublies, Philippe, tu oublies quand même la présence des Mossou Bonté. Il allait y venir, laisse-le Vraiment finir. essentiel, y compris au don. Il allait y venir. Oui, mais ça au don c'était dans le cadre de danseur, acteur, chanteur, une formation. Mais sinon, de fait, il y a eu 2-3 projets plus importants qui ne pouvaient pas se faire au don, mais c'était clairement dans des grandes salles d'Avignon, où là on a donné un petit coup de pouce financier, comme Koum, de la compagnie Mossou Bonté, ou In the Wind of Time d'Isabella Soupard, ou Super de Marie. Donc là, on retrouve toutes ces aventures dans ce livre qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies bien achalandées. C'est le cas de le dire, oui. Voilà. Ici, il n'y en a pas ici même, mais de fait, d'abord, bien sûr, à la billetterie du Théâtre des Dons pendant le mois de juillet, et puis toute l'année au don. Et puis les grandes librairies que vous connaissez, comme La Mémoire du Monde, Les Genêts d'Or, La Manufacture et La Chartreuse. Non, je ne pense pas. On va faire un dépôt. Et donc, en fait, il est en... Voilà. Ah, ça, c'est une Il faut l'acheter. Et je ne savais pas que c'était le thème de mon intervention, le livre, donc je serais venu avec un petit paquet de livres. Ah oui, mais pourtant on avait prévenu. Non, que je parle de la danse des dons, mais pas le livre. Ouais. Ça, bah, voilà. Ouais. Alors tu parlais de projets collectifs, on va peut-être passer la parole à Julie, parce que tant qu'à faire un projet collectif, il y a une revue très importante de danse, hein, c'est Repères. On peut d'ailleurs montrer un petit facsimilé à nos amis qui sont dans la salle. Voilà, tu vas nous raconter, mais c'est une revue qui... Alors, toi tu es en charge de la promotion internationale et de tous les projets européens. Exactement. Du CDC de la briqueterie, divinement dirigé par Daniel Favier, qui est actuellement en assemblée générale avec tous les autres CDC, ce qui explique que moi on m'a épargné ce moment, mais eux ils y sont, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. La rédactrice en chef est retenue à Paris, donc voilà, c'est toi qui fais un peu que je représente aujourd'hui. Voilà. Alors dis-nous. Donc Repères cahier de danse paraît est publié par le CDC Biennale du Val-de-Marne depuis 2003. Il paraît 2 fois par an. Et peut-être c'est important de préciser de prime abord que ce n'est pas un document de communication ou de promotion des activités du CDC. Ça c'est très important, c'est voilà. Des articles de fond, c'est documenté, ce sont des spécialistes, ce sont des historiens, ce sont des gens à qui vous commandez voilà, des articles de fond essentiels. Il se peut parfois que certains numéros rentrent en résonance avec la programmation, mais en aucun cas c'est un document de communication. C'est vraiment une revue de recherche qui souhaite mettre en valeur la pensée de la danse, d'ouvrir un espace de réflexion et de créer un espace de partage des recherches des danseurs, chorégraphes, et des chercheurs purs. Et en ce sens, la revue est un lieu de jonction entre la théorie et la pratique. Comment s'y prend le comité de rédaction, dont je vous parlerai un peu plus tard, et Marie-Don. Il s'attache aux questions relatives au travail du danseur, et ils essaient d'aborder ces questions sous différents angles. Des entretiens avec des chorégraphes, des danseurs, des professionnels de la danse, des textes d'artistes et de chercheurs, des analyses d'œuvres, d'ateliers, des études historiques aussi, ou sociologiques. Donc il y a vraiment toute une palette de manières d'aborder ces questions. Et c'est toujours à travers un thème. Un thème est défini par le comité de rédaction. Alors celui de cet été, le thème de cet été, c'était quoi ? C'était prendre des risques. Prendre des risques. Alors justement, je vais vous en parler. Donc par exemple, pour prendre des risques, l'approche qui a été privilégiée, c'était la question... ouais, ça serait bien. La question de la valeur du travail du danseur pour lui-même. Et cela à l'échelle ou d'un projet, ou d'une technique, mais aussi en se penchant sur la question de la santé du corps
du danseur, du droit. Donc vous voyez que ça prend en compte vraiment toutes les questions qui habitent le travail des danseurs chorégraphes. L'avant-dernier numéro, ça s'appelait Se souvenir de la danse. Il est là aussi. On l'a distribué pour que les gens le feuillettent. Donc là, il abordait la mémoire, comme son nom l'indique, de la fabrique du geste, mais aussi la mémoire du spectateur des gestes dansés. Donc, en fait, le désir à travers ce thème, à la base, c'était vraiment de réfléchir avec les spectateurs quel était, et après ça a évolué en se questionnant sur la mémoire aussi de la pratique du danseur. Voilà. Et alors, si j'ai bien compris, on est en train de travailler à la compilation, alors rassemblement voilà, de tous ces anciens ouvrages de repères, et il va y avoir une édition collector. Oui. Ça, c'est très important. C'est très important. Là-dessus. Oui, bien sûr. Juste rapidement, peut-être vous dire comment travaille le comité de rédaction. Déjà, peut-être vous dire qu'il est bénévole. Il est composé à la fois de chercheurs et de danseurs. Et il est en majorité, enfin les personnes qui le composent sont en majorité extérieures au CDC. Donc il y a Daniel Fabier, le directeur de la publication et directeur du CDC Val-de-Marne. Il y a Marie Blon qui est la rédactrice en chef. Il y a Raphaël Cotin qui est danseur pour la compagnie illico Thomas Lebrun, mais qui est lui-même chorégraphe, qui est enseignant, pédagogue. Il y a Sylviane Pagès qui est maître de conférence à l'Université Paris 8 et Annie Suquet qui est historienne de danse. Peut-être aussi vous dire qu'ils travaillent de manière très exigeante avec les différents contributeurs. Ils essayent de... Déjà, c'est eux qui impulsent les thèmes, qui réfléchissent aux thèmes, mais ils font vraiment un travail d'aller-retour avec tout le monde. Quand je discutais avec Marie pour la préparation de cette présentation, elle me disait... on corrige aussi, enfin on fait vraiment, voilà, on discute, on est critique, voilà. Donc maintenant, oui, par rapport à ce que nous allons sortir 4 étuis qui regrouperont à chaque fois... Non. 4 étuis qui regrouperont 5 numéros de repères cahiers de danse, et à l'occasion, on va aussi retirer tous les numéros épuisés. Donc, sachez que la revue, elle n'est pas liée à une actualité, donc elle est un peu intemporelle. Tous les thèmes voilà, sont importants ici et maintenant. Et peut-être une information que je n'ai pas. Voilà, que tu n'as pas. Qui nous est venu il y a quelques jours et qui est enfin on est très contents, c'est que dorénavant la revue sera disponible sur la plateforme de revue spécialisée Kern. Voilà, on va en parler. Et donc les articles seront téléchargeables. Super. Et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Voilà. Abonnez-vous à la revue Repères cahiers de danse. C'est pas cher et c'est très utile. Voilà, si on veut avoir une réflexion. Elle est également dans pas mal de librairies à Avignon. Voilà. Merci beaucoup Julie. Je voudrais évidemment passer la parole à Patrick Germain-Thomas qui vient donc de publier cet ouvrage aux éditions de la Tribu, La danse contemporaine, une révolution réussie. On n'a malheureusement pas assez de temps pour répondre à la totalité de la question, mais quand même Patrick, tu es donc professeur d'économie et de gestion à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. En fait, en préparant cette rencontre, on s'est dit que c'était à l'origine une thèse, un travail vraiment doctoral sur lequel tu avais travaillé, que tu as, disons, élargi, redocumenté pour voilà, sortir ce livre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la démarche qui t'a conduite à sortir cet ouvrage, et peut-être d'ailleurs pourquoi maintenant un ouvrage avec cette question et ce sujet, ce thème. On a coutume de dire que la danse contemporaine n'intéresse pas grand monde, mais donc on peut sortir encore des livres aussi intéressants que celui-ci. En tout cas, moi je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la démarche, l'ouvrage, je t'en prie. Tu as la parole. Oui, effectivement, c'est un livre qui est écrit dans le prolongement d'une thèse de doctorat en sociologie, et qui effectivement se base sur vraiment un travail d'enquête de terrain. Et c'est-à-dire, c'est l'approche d'un art, la danse contemporaine, à travers la réalité des activités professionnelles occasionnées par la programmation des spectacles. Donc c'est vraiment un travail d'enquête de terrain
au sein du milieu professionnel. Donc avec évidemment l'interview, des entretiens menés avec les acteurs et avec aussi systématiquement le recueil de sources documentaires liées aux différentes institutions étudiées. Donc j'ai pris en compte l'ensemble des acteurs qui participent à ce monde artistique. Donc aussi bien les artistes, les chorégraphes, leurs administrateurs, les structures de programmation, également les directeurs artistiques, les programmateurs, les administrateurs, les tutelles, le ministère de la Culture, mais aussi les tutelles locales, et puis les journalistes, les critiques. Essayer de comprendre les points de vue des différents acteurs sur justement leur activité. C'est-à-dire c'est approcher une discipline artistique à travers son économie, à travers son quotidien et ses activités professionnelles quotidiennes. Et en réalité, pour mettre ce travail aussi dans une perspective historique, et ce qui explique un petit peu aussi ta question sur le titre, pourquoi dire une révolution? Parce que peut-être aujourd'hui, la danse contemporaine, elle naît il y a plus d'un siècle, elle naît à la charnière du 19e et du 20e siècle. Alors après, il y a toutes les querelles, un peu les arguties sur danse moderne, danse contemporaine. On peut toujours établir des nuances et les discussions peuvent être extrêmement intéressantes. Mais au fond, les racines de la danse contemporaine se situent bien à la charnière du 19e et du 20e siècle. Et donc, pourquoi parler aujourd'hui d'une révolution? Isadora Dalgrand, effectivement, dansait la danse révolutionnaire sur l'étude révolutionnaire de Chopin. Mais aujourd'hui, pourquoi parler d'une révolution? Et là, c'est parce que pour comprendre la situation aujourd'hui et le travail des compagnies, le travail des programmateurs, le travail des structures et des tutelles qui défendent cet art et qui le défendent depuis 40 ans, il faut justement retracer cette histoire. Et c'est un peu l'objectif de ce livre, c'est de comprendre comment, dans les années 60, il y a véritablement une rupture, et c'est là où on peut parler de révolution, dans la politique chorégraphique. Une rupture qui est la reconnaissance d'un art profondément iconoclaste, profondément dissident. Alors pourquoi, l'une des questions que je pose, c'est pourquoi l'administration culturelle, donc au milieu des années 70, décide et s'intéresse et décide de soutenir la danse contemporaine. La danse contemporaine qui, à cette époque-là, n'est pas une discipline qui s'est développée en France comme dans d'autres pays, elle s'est davantage développée en Allemagne, aux États-Unis. Donc c'est un art, c'est pour ça que je dis la découverte d'un nouveau monde, c'est un peu un art qui vient d'ailleurs, qui vient d'Allemagne, qui vient des États-Unis, avec la programmation de Pina Bausch par Jacques Lang au Festival de Nancy en 1977. Enfin, la vérité, c'est Lev Bogdan qui l'a invité la première fois, puis après Jacques Lang. Mais... D'accord. Merci de la précision, mais également quelques années avant la programmation de Merce Cunningham. Donc on voit comment à cette époque-là les deux origines finalement sont finalement incarnées par ces deux grandes figures de la danse contemporaine. Voilà, en tout cas c'est un ouvrage extrêmement essentiel, très documenté. Moi j'ai trouvé assez intéressant qu'il refasse le point, une sorte de point d'orgue, comme on dit en musique, sur un temps. On dit beaucoup de choses sur la danse contemporaine, que soi-disant ça n'attire pas le public, il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Chaillot pour s'apercevoir que c'est pas extrêmement vrai, puisque la majeure partie des spectacles sont des spectacles de danse et les salles sont pleines. Dominique Hervieux, qui a pris la Biennale de danse de Lyon, a fait, je crois, un début de travail concluant avec des séries de spectacles de danse particulièrement fréquentés. Et en tout cas, dans cet ouvrage, on trouve vraiment tout un tas d'informations extrêmement bien architecturées, pas polémiques, contrairement aux premiers messages qui nous ont été adressés par l'éditeur, les éditions de la Tribu. C'est quelque chose, je trouve, de dépassionné, mais qui dit les choses avec une certaine justesse. Et il faut s'en féliciter parce que c'est vrai que ça ne porte pas à la polémique, mais c'est un livre de réflexion et du coup ça faisait, me semble-t-il, le lien avec la revue Repère qui veut nous faire réfléchir à la situation de la danse aujourd'hui en France et voilà, de sa diffusion, de sa production, de son économie et aussi de sa nécessité dans l'écriture du spectacle vivant contemporain. Voilà. Donc en tout cas, procurez-vous cet ouvrage, il est dans toutes les bonnes librairies. On avait dit qu'on avait un petit focus sur un certain nombre d'ouvrages. Si vous me permettez, on va passer la parole à Dominique Rébassol, journaliste, qui a été chargé par l'Association des centres de développement chorégraphique de rédiger